À la fin du XIXe siècle, en Normandie, Arques-la-Bataille est un village de Seine-Inférieure, peuplé de 1200 habitants. Ses habitations sont construites essentiellement aux abords de son château médiéval et de son église Notre-Dame de l'Assomption. Arques ne possède sur son territoire qu'une seule usine. C'est une filature. Les terrains sont agricoles mais très marécageux. Où vivent des paysans qui glanent parfois le bois dans la grande forêt. Les marchands de poissons se déplacent dans toute la région avec leurs voitures à chien. Élevage de moutons, vaches et poulets profitent de vastes terrains. Le château d'Arques est un musée, visité par quelques gens huppés, nostalgiques de la glorieuse épopée du roi Henri IV. Et pour les amoureux du romantisme et de vieilles pierres. Quant à son église, elle a déjà subi les âpres du temps et de la météo normande si particulière. Si l'arrivée du premier train à Dieppe date de 1848, par la ligne de Rouen, il faudra attendre le 23 décembre 1873 pour voir passer à Arques le premier convoi venant de Paris. Il ne mettra seulement que 5h30 pour parcourir la distance. Une ère nouvelle commence. Avec l'arrivée du chemin de fer et de la locomotive à vapeur, la gare de Arques-la-Bataille devient idéalement placée pour accueillir les touristes parisiens, qui descendront bientôt de plus en plus nombreux, car à Arques, les activités commerciales et artisanales sont bien présentes. En 1906, l'on compte pas moins de 6 épiciers, 8 cafés, un légumier, un charcutier, 2 boulangers, 2 bouchers, 7 laitiers, 5 restaurateurs, un hôtelier, un assureur, un représentant de commerce, 3 cordonniers, 2 blanchisseuses, une couturière, un vendeur de tissus, 2 maçons, 2 menuisiers, 2 peintres,
buraliste, un chaudronnier, 9 cultivateurs, un entrepreneur de travaux, un autre entrepreneur de battage et de transport, et pour finir, un manufacteur d'arçons, mais aussi 22 propriétaires rentiers. Désormais, les monuments historiques se visitent pour la journée avant de repartir sur Dieppe le lendemain. Mais c'est aussi le moment où Arques connaît un fort développement industriel, avec la menuiserie Baudelot, et de l'usine de transformation du charbon Toumire, déjà présente avant son rachat en 1885. En 1898, près de Dieppe, qui est un port importateur de bois de Suède, Léon Baudelot rachète l'ancienne filature désaffectée, mais qui dispose d'une turbine hydraulique et d'une machine à vapeur, située à Arques-la-Bataille, avec un vaste terrain de 6 hectares permettant le stockage des bois. Avec l'usine, il achète une grande auberge, à la descente royale, qu'il transforme en grande maison de maître et fait construire une immense serre donnant sur un parc d'agréments contigu à l'usine, dont il est séparé par la varenne qui alimente la turbine. Très vite, l'usine occupe à ses débuts 250 ouvriers et redonne vie au village qui s'étiolait. Léon sera aussi pendant de longues années juge au tribunal de commerce de Dieppe. Les établissements Léon Baudelot, spécialisés dans la menuiserie du bâtiment, produiront en 1905 39 227 portes. Ces portes, mises à plat les unes sur les autres, feraient plus de 4 piles aussi hautes que la tour Eiffel. Paul Colin Baudelot reprend l'affaire en 1912. « 70 ans plus tard, la production annuelle deviendra très impressionnante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands réquisitionnent la menuiserie Baudelot pour fabriquer des lambris, des faux plafonds, des parquets pour rendre habitables les blocos. Le 19 août 1942, un ordre arrive de Dieppe. On doit fournir aux Allemands 200 cercueils dans les 24 heures, ce qui fit marcher l'usine le jour et la nuit pour être dans les délais impartis. Après la guerre, la menuiserie conçoit des classes préfabriquées,
du mobilier pour les sinistrés, du mobilier scolaire, des bancs, des tables, des établis. Mais les temps devenaient difficiles. La concurrence de plus en plus forte, ce qui fit que le bilan dut être déposé en 1960. La société de charbon et aggloméré d'Arc Les Dieppe fut dissoute le 10 juin 1885 et l'usine apportée par M. Ménage fut mise en vente et adjugée le 22 août 1885 aux sieurs Toumire et Leplay. L'usine comprend une usine à briquettes avec tous ses accessoires et une usine à gaz qui a pour but immédiat d'assurer l'éclairage dans les bâtiments et cours de l'usine, au moyen de 24 becs munis de lanternes, et pour but plus lointain de desservir les communes d'Arc et de Saint-Nicolas d'Aliermont. À partir de cette date, le développement de l'usine s'accélère. La presse à briquettes, dont les dimensions et la production étaient insuffisantes, fut remplacée par une presse mazoline de 10 tonnes heure, fournie par la Société des forges et chantiers de la Méditerranée, au Havre, et qui donnait des briquettes de 10 kilos. La production était ainsi doublée. Cette acquisition eut lieu en décembre 1911 et M. Maréchal, entré comme directeur de l'usine, en assura le montage et la mise en route. L'usine comprenait donc à cette époque une presse à briquettes de 10 tonnes heure, 2 presses à boulet 5 tonnes heure et un lavoir de 30 tonnes. Pendant cette même période, le développement des moyens de production devait entraîner parallèlement une extension de l'outillage et des services d'entretien. Dès 1915, l'obligation impérieuse de répondre aux besoins pressants des réseaux rendit obligatoire le travail de jour et de nuit, et la recherche par tous les moyens d'éviter les arrêts prolongés dans la marche des usines. Il fallut donc faire appel à des employés spécialisés pour l'entretien et la réparation rapide des machines. La difficulté de se procurer dans le plus court délai l'outillage nécessaire à ces différentes réparations fit rechercher le moyen de les fabriquer sur place. Le réseau ferré était d'une longueur de 1 km 180 en 1885, de 2000 mètres en 1909, 7000 mètres en 1918, il est actuellement de 9000 mètres environ. La manutention toujours plus grande des wagons dans l'usine nécessita l'achat en 1915 de 2 locomotives Winterthur, dont l'une est encore en service. Plus tard, en 1930, un locotracteur électrique assura le trafic des nitrates, marchandise particulièrement fragile et délicate. En 1894, sur le site d'Archel est construit un moulin hydraulique qui, grâce à un détournement de la bétune, alimente des dynamos qui produisent de l'électricité pour l'éclairage communal, les particuliers et les usines. Le formidable essor industriel continue, avec l'implantation en 1900 d'une fabrique de chaises. M. Baudelot fut sollicité par un groupe financier pour en prendre la direction. L'usine marcha une année, puis ferma sur un désaccord des actionnaires. La Viscose, à la recherche d'une usine, prit contact avec M. Baudelot, chargé de la liquidation de la chaiserie. La Viscose put alors installer son industrie. L'un des fondateurs de cette entreprise mondiale de fabrication de soie artificielle, licence anglaise Cross et Beven, et Ernest Carnot, fils du président Sadi Carnot.
À cette époque, les trains venant de Dieppe ou Neuchâtel en Bray, avec des ramassages en cours de route, débarquaient le personnel aux portes de l'usine, sur les quais qui leur étaient réservés. Parmi eux, beaucoup de Dieppois. Les débuts de cette nouvelle industrie furent assez laborieux, mais petit à petit, les difficultés furent surmontées. C'est ainsi que grâce à la viscose, l'eau courante est installée à Arques. La viscose dut fermer ses portes dès la déclaration de la Première Guerre mondiale. Mais en mars 1915, elle reprit une certaine activité. Cette plaque est l'hommage de la direction à ces soldats, personnels de l'usine. Au lendemain de 14-18 et suite aux grèves de 1919, le rajustement des salaires est accordé en concordance avec le coût de la vie. Dès 1906, la Société de secours mutuel des ouvriers des usines Toumir était créée pour soutenir son personnel sous des formes de multiples services. Bien avant la création des assurances sociales, et même après la mise en vigueur de cette loi. Elle s'est ingéniée à en combler les lacunes et à venir en aide à ceux qui ne bénéficiaient pas de la nouvelle législation. Est-ce du paternalisme ? Je vous laisse en juger. Une association des 3 usines arquaises voit le jour en 1921, moyennant une participation proportionnelle au salaire versé par chaque usine. Cette association peut subventionner les différentes sociétés, telles la musique des industriels, l'Étoile sportive arcaise, et en outre, subventionner les amicales locales. La construction de logements ouvriers, la cité CTA, compagnie des textiles artificiels. Depuis 1945, ce sont les comités d'entreprise qui bénéficient des fonds mis à leur disposition, les répartissant très équitablement entre les différentes sociétés.
C'est suite au développement spectaculaire qui entraîne un doublement de la population que l'on dut faire construire un nouveau groupe scolaire. Monsieur Georges Turin en sera l'architecte, comme en 1920 pour les bureaux de l'usine. La Viscose prête à la commune d'Arques une somme de 200 000 francs, sans intérêt et remboursable en 30 années, pour aider à l'édification de ce groupe scolaire. Ce sera 6 classes de garçons, avec salle de pré-apprentissage d'un côté, et 6 classes de filles, avec salle de couture, salle de réunion et une infirmerie de l'autre côté, salle de dessin ou de conférences et services généraux. Au rez-de-chaussée, un réfectoire pour 120 couverts avec cuisine, office et conoma. Ce bâtiment répond au style international, pureté des volumes à l'image de la pureté des mœurs retrouvées, où l'on abandonne des corsets, où les robes sont droites et courtes, les cheveux coupés à la garçonne. En architecture, les courbes sont simples, sans aucune décoration. De larges baies laissent pénétrer la lumière. Confort, hygiène et fonctionnalisme sont les maîtres mots. Le groupe scolaire fut inauguré le 15 septembre 1935. Un petit garçon récita gentiment lors de cette inauguration. Ce jeune élève se nommait Claude Plaisant et deviendra le directeur de cet établissement quelques années plus tard. Léon Baudelot, le maire, ne participera pas à la fête. Il est décédé peu de temps avant. Il nous reste son appareil photo et le suivi des travaux qu'il prenait de sa fenêtre. C'est au moment où se signe l'accord entre la CGT et la Confédération Générale du Patronat Français à Paris que les grèves éclatent à Dieppe. Le 9 juin 1936, Dieppe enregistre sa première grève. Les 110 ouvriers des chantiers de la Manche occupent l'usine. Le mouvement de grève s'est rapidement étendu à Arques et dans la région, pendant une période qui dure environ 3 semaines. On comptabilise pas moins de 34 grèves dans la région de Dieppe, soit 3139 ouvriers et ouvrières qui ont cessé le travail. Une énorme manifestation aura lieu le 14 juin à Dieppe, où des milliers de grévistes se retrouveront ensemble, aussi nombreux que le 1er mai 1919. Les grandes conquêtes sociales de 1936, c'est-à-dire la semaine de 40 heures, les premiers congés payés, les délégués d'ouvriers d'atelier, la reconnaissance du droit syndical, les conventions collectives constituent depuis cette époque le socle de notre statut social. Après avoir été abrogées sous le régime de la collaboration avec l'Allemagne nazie, elles seront au programme du Conseil national de la résistance. Un certain nombre de ces acquis seront rétablis à la Libération. Enfin, d'autres verront le jour en 1968, d'où le gigantesque mouvement social qui a déferlé sur le pays en ce printemps 1936. Depuis le 11 juin 1940, l'armée allemande occupe Arques. Les officiers s'installent dans les plus belles demeures, dont celle du colonel Schmitt, qui par mesure de rétorsion, pour être parti combattre les nazis en Afrique et Libye, aura sa maison pillée. Le château blanc sert de logement et de centre de communication. Il dispose d'un abri avec blocos souterrains.
La commandanture sera installée un moment en face du photographe Juste, dans la grande maison blanche. L'école Léon Baudelot sert de caserne et à l'occasion d'hôpital. Le vieux château est aussi investi, en chassant le gardien et sa famille. Une DCA y sera installée. La troupe militaire se distrait au cinéma Garnier, construit avec les restes de bois de la vieille halle aux poissons de Dieppe. Le 28 août 1944, l'évacuation allemande de Dieppe débute. Les Allemands vont requérir, sur leur passage à Arques, 7 ouvriers agricoles et leur attelage. Ils seront fusillés à Esmont, dans le Pas-de-Calais, quelques jours plus tard. Le vendredi 1er septembre 1944, la 2e division d'infanterie canadienne libère toute la région. Les Harkais et Harkaises accueillent avec joie leur libérateur. Sur cette photo, nous distinguons Paul Colin Baudelot, derrière le bras droit de Paul Baudelot, Monsieur Saint-Saëns à gauche, comptable à la viscose, et à droite Monsieur Lobel, le directeur de la viscose. Paul Colin Baudelot est élu le 2 septembre 1944. En 1946, Léon Borin et ses camarades assistent à la remise du drapeau aux anciens déportés du STO, présidé par Jean Hamel.